Bonjour, nouvelle vidéo sur le temporel. Cette fois, nous allons faire une corrélation entre le fréquentiel et le temporel. Donc, si vous n'avez pas encore vu les parties du cours sur le fréquentiel et en particulier sur les fonctions de transfert, cet exercice vous semblera un peu plus compliqué que d'habitude. Je vous conseille vraiment de jeter un œil d'abord sur le fréquentiel pour pouvoir traiter cette partie-là. Alors, on a un circuit RCR en série. On cherche la tension aux bornes de la résistance R2. Le circuit est alimenté par un générateur de tension, ici VE2T, qui a la particularité de nous fournir une tension sinusoïdale. Alors par contre, il y a des conditions initiales. On nous dit que le condensateur est déchargé à T égale 0. C'est pas vraiment explicite. En fait, ici, on a une autre notation ici qui nous permet de voir ça, qu'à VE de 0-, donc juste avant l'événement de production de tension, on a 0. Donc l'événement se produit à T égale 0. Et on peut dire donc dans ce cas-là que UC de 0, ça vaut 0, puisque c'est déchargé. Donc ça, c'est complémentaire par rapport à ce qui est donné ici dans les conditions initiales. Et donc à T0+, donc à T égale 0+, pardon, on a VE de T qui vaut ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut interpréter ce qui est écrit ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, on va faire une mise en équation. Alors c'est plutôt pour la forme, hein, parce que je ne vais pas résoudre l'équation différentielle à partir de ce qu'on va rechercher ici. Hein, donc la mise en équation de Vs de T par rapport donc en temporel. Et puis il y aura une méthode classique par les équations différentielles. Et puis je vous montrerai une deuxième méthode donc par la fonction de transfert euh, qui permet de trouver la même chose mais plus facilement. Alors ça, quand je dis par les équations différentielles, ça veut dire tout simplement qu'on va utiliser Kirchhoff d'une manière générale, loi d'Ohm, loi d'Émaille, etc. pour pouvoir trouver la solution. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va poser, donc on connaît la forme quand même des équations différentielles d'une manière générale, donc à partir de là, on va chercher la solution particulière de Vs. Je vais écrire un peu mieux. On va l'appeler VSP de t, histoire de le différencier. Puis on cherchera la constante d'intégration. Et puis on va clore par une petite simulation pour voir un petit peu comment ça se comporte. Alors évidemment, là, j'ai pas mis de valeur. En fait, on va donner une forme générique. Puis dans la simulation, j'utiliserai des valeurs de capacité de résistance et on verra ce que cela donne. Voilà. Donc voilà en gros le programme de ce qui nous attend pour la suite. Alors, on va commencer par les lois de Kirchhoff. On va poser un certain nombre de lois pour résoudre le problème. Première chose, on voit ici qu'on a la résistance R2 qui est traversée par le courant I de T, donc on peut exprimer la loi d'Ohm, donc ça va être la première équation. Je note en valeur instantanée, parce qu'ici on est en temporel. On peut aussi exprimer donc, par rapport au courant, donc dans la maille ici, on peut exprimer ces tensions-là. Donc ici on sait que c'est R2 I de T, et ici on a R1 I de T, donc je peux exprimer ma maille. Et pour être plus précis, moi ce que je veux c'est mettre UC de T toute seule. Donc je vais mettre directement la loi des mailles. Si vous l'exprimez, vous trouverez ça. UC de T égale VE de T, moins donc cette tension là avec le courant, R1 I de T, moins R2 I de T. Voilà, ça c'est ma deuxième expression. Donc on peut la mettre en forme, c'est VE de T moins R1 plus R2T, I de T. Voilà. Et puis au final, VS de T on le connaît, on voit ce que c'est hein, par rapport à I de T. C'est VS de T sur R2. Donc ça je peux le remplacer ici. Donc, je prends l'expression 1 que je cale dans l'expression 2 et ça me donne donc UC de T moins
exclure R2, hein, puisque je mets toutes les résistances ensemble. Bon, vu comme ça, ça ne nous donne pas plus d'infos, mais disons que on commence à mettre en forme. Le problème ici, c'est qu'on a UC2T, il faut qu'on se débarrasse de cette expression. UC2T qui est ici, pardon, et il faut qu'on se débarrasse de cette expression. Donc pour ça, il va falloir qu'on joue un petit peu avec les différentes expressions de manière générale, et notamment les dérivées. Donc si je dérive UC2T, eh ben, je peux faire aussi ici, c'est une soustraction ou une somme, c'est pareil finalement, on peut faire la somme ou la soustraction des dérivées des expressions qui sont là. Donc je peux écrire que dve sur dt, moins, ce terme-là est une constante, donc je le sors de la dérivée, dvs sur dt. Si je multiplie par c devant, donc par la capacité, c'est dvs, VE pardon, sur dt, moins, alors, voilà, alors vous allez me dire où je vais là. Et finalement, il y a un autre élément que je n'ai pas écrit ici dans les expressions, il y a une petite troisième expression, qui fait le lien entre le courant et la tension au bord d'un condensateur. I de t, c'est égal à CD2UC sur dt. Et ici, on a CDEC sur dt. Donc au final, tout ça, c'est égal à I de t. Mais I de t, ça vaut quoi? Ça vaut VS sur R2. Donc ça, c'est égal à VS sur R2. Et ben voilà, là je n'ai plus que des VE, des VS, et je n'ai plus de courant, je n'ai plus de tension au bord du condensateur. Donc ça me donne quoi? Au final, si on essaye de mettre sous la... Alors je vais réécrire l'expression complète et puis on va la remettre sous une autre forme, que ce soit plus facile à interpréter. Tac tac. Voilà. Si je mets le R2 partout, je le passe de l'autre côté, ça me fait R2CV dDE sur dt. Là, on voit que les R2 vont se simplifier, donc ça fait moins. Voilà. Et ensuite, je passe le VS de l'autre côté pour avoir les VS et les VE séparés. Ça me fait VS. Alors, c'est VS de T, c'est plus rigoureux. Donc, ça fait VS de T plus voilà. Donc là, j'ai mon expression de mon équation différentielle. Donc après, on passe à la résolution mathématique. Ça, c'était la méthode 1. La méthode 2 consiste à passer par la fonction de transfert. Donc on va passer à cette étape. Alors, par la fonction de transfert, on voit ici qu'on a, donc je rappelle qu'une fonction de transfert T, c'est le rapport de la tension de sortie sur la tension d'entrée. J'ai utilisé la notation complexe pour pouvoir exprimer justement cette fonction de transfert. Oui, je rappelle aussi rapidement que T donc T caractérise la fonction de transfert, en VE est en entrée et on obtient en sortie VS. Voilà. C'est pour ça que je l'écris sous cette forme-là aussi. Voilà. Alors maintenant, que voter par rapport à VSVE? Bon, on a un pont diviseur, hein, on voit bien ici qu'on a une impédance. Alors capacité, je rappelle, c'est une impédance. On peut redessiner le schéma en mettant maintenant que des impédances. VE ici. R1, là j'ai la capa ZC, son impédance, pardon, là j'ai R2, et au banc de R2, j'ai VS. Donc ça peut s'exprimer sous forme d'un pont diviseur. Donc au final, T, c'est le pont diviseur, c'est-à-dire R2 sur R1 plus R2 plus 1 sur JC oméga, puisque ZC, c'est égal à 1 sur JC oméga. Alors, ça, c'est pas terrible comme forme. On aime mieux mettre sous la forme au dénominateur 1 plus quelque chose. 1, la partie réelle, et puis plus que le quelque chose derrière, ce sera forcément la partie imaginaire. Donc si on met tout sous le même dénominateur, on va trouver quelque chose de la forme JR de C oméga,
sur 1 plus J R1 plus R2 C oméga. Oméga, c'est la pulsation qui vaut 2 pi fois la fréquence. Alors ça, c'est égal à quoi? C'est égal à Vs sur Ve. Donc si on transfère, si on passe les éléments de chaque côté en ramenant un produit en croix, ça me donne finalement Ve fois ça égale Vs fois tout ce qui est au dénominateur. Donc ça me donne Ve facteur de J R2C oméga est égal à 1 plus J C oméga facteur de Vs. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Alors on rappelle rapidement que le fait de multiplier par J oméga, ça revient à faire la dérivée en temporel. Au même titre que si je divisais par J oméga, ça revient à faire l'intégrale en temporel. Pareil, ça fait partie des choses qui sont données dans le poly. Donc on passe dans le temporel, cette expression, et on obtient quoi? Ve fois J oméga RC, ça fait RC facteur de D de VE sur DT. Alors R2C, pour être plus précis. Ici on a Vs fois 1, ça fait Vs de T, plus Vs fois tout ça, donc il y a un J oméga, ça veut dire qu'on a la dérivée de Vs. Donc c'est R1 plus R2C, qui sont des constantes, hein, donc ça sort de la dérivée, d de Vs sur dt. Voilà. Et donc, on a bien Vs ici, donc Vs de t, R2 plus R1C d de Vs sur dt, R1 plus R2C, et sur l'autre expression, on a bien R2C d de Vs sur dt. Voilà. C'est pour vous montrer qu'on peut trouver aussi les expressions des équations différentielles en passant par la fonction de transfert. C'est parfois même beaucoup plus pratique que de faire comme je l'avais fait avec les lois de Kirchhoff, qui peuvent être complexes au bout d'un certain... quand il y a beaucoup d'éléments dans l'expression. Donc voilà, donc à partir du moment où on a fait ça, on peut passer à la résolution. Alors je ne vais pas m'embêter, je ne vais pas faire la résolution complète par les mathématiques. On connaît la forme générale, la forme de la solution de Vs de t. Donc on va la réécrire et ensuite on va rechercher la solution particulière et la constante d'intégration. Alors la solution particulière de Vs. Cela correspond à quoi? Cela correspond à, on rappelle, Vsp de t. Ça correspond au régime établi, c'est-à-dire quand le temps tend vers l'infini, donc très loin dans le temps, si bien sûr le circuit est stable et que la tension V de t existe toujours. Comme on a une onde sinusoïdale qui est appliquée au circuit, en regardant loin dans le temps, on peut considérer donc que Vsp de t est forcément sinusoïdal aussi. Et de forme sinus. De fait, on peut travailler cette fois pour déterminer Vsp de t la fonction de transfert. Puisque les fonctions de transfert s'appliquent sur des ondes sinus en fréquentiel. Et comme ici on est exactement dans ce cas de figure en régime établi, on peut donc passer par la fonction de transfert pour déterminer l'expression de Vsp de t. Alors, la fonction de transfert, on l'a trouvée tout à l'heure. Donc c'était t qui était égal à j R2C oméga sur n'oublions pas le j. Alors pourquoi on peut utiliser ça? Parce qu'on sait que on va avoir une autre tension d'entrée VE, la fonction de transfert, en sortie ici finalement ce qu'on va relever c'est Vsp. Donc Vsp c'est VE fois t. Alors comme je connais la fonction de transfert et que je connais VE finalement, puisqu'on a tout ici, on peut déterminer Vsp en utilisant les complexes, c'est-à-dire que le module de Vsp c'est égal au module de VE fois le module de t. Et le deuxième élément important avec les complexes, c'est l'argument, c'est-à-dire l'angle à l'origine, en l'occurrence pour nos tensions. Donc phi Vsp, c'est égal à phi Ve plus phi t. Voilà. Donc il nous faut
poser module de VE phi VE, module de T phi T. Alors pour VE c'est assez facile, hein, tout est là, le module de VE c'est VE max, et phi VE on l'a ici dans l'expression. Alors j'ai gardé sous cette forme, c'est-à-dire non numérique, pour poser grosso modo la méthode, surtout c'est ça qui m'intéressait ici dans cet exercice. Mais dans le cadre de la simulation, je vais imposer des valeurs pour voir ce que cela donne. Alors, hop, on a le module de VE, c'est VE max. Phi VE, c'est l'angle qu'on a ici. Donc maintenant, le module de T. Le module de T, on sait que c'est un nombre complexe qui s'écrit sous cette forme, donc c'est R2C oméga au numérateur sur la racine carrée plus, alors je vais mettre deux parenthèses, R1 plus R2 C oméga, le tout au carré. Donc ça c'est mon module. Donc si j'avais des valeurs, je pourrais tout de suite calculer. Alors attention, évidemment c'est dépendant de oméga. Oméga c'est notre variable, donc comme elle est imposée ici, on l'a là, on peut calculer oméga, hein, si on nous donne la valeur directement. Et l'angle phi t, donc l'angle phi t c'est l'arc tangente du numérateur moins l'arc tangente du dénominateur. Alors numérateur, il n'y a que la partie imaginaire, donc ça veut dire qu'on a RCD oméga sur la partie réelle qui est nulle, moins l'arc tangente c'est oméga que je divise par 1, puisque la partie réelle vaut 1. Donc ça, ça fait pi sur 2, moins l'arc tangente de l'autre terme, c'est-à-dire R1 plus R2, c'est oméga. Pareil, l'angle est dépendant d'oméga. Voilà, donc là, à partir de là, je peux calculer mes valeurs et j'ai mes angles. Et donc, on peut déduire VSP, donc son module, c'est VE max, que je multiplie par le module de T. Et on a ici donc l'angle phi VSP, qui serait égal à phi VE, plus pi sur 2, plus, moins l'arc tangente de R1 plus R2, c'est oméga. Voilà, bon, je reste comme ça, on verra plus tard. Donc voilà ce que ça donne grosso modo au niveau des angles. Et après, qu'est-ce que je fais? Je repasse en temporel, donc VSP de T, c'est égal au module VSP, facteur de sinus oméga t, plus phi VSP, tout simplement. Voilà. Et à partir de là, donc on a notre expression. Alors on remarque quand même que VSP de t est dépendant du temps et que c'est bien une onde qui va être sinusoïdale et qui évolue en fonction du temps. Donc voilà pour la solution particulière. Alors pour déterminer K, il nous faut interpréter en gros les conditions initiales d'un point de vue mathématique et voir un peu ce qui se passe sur le circuit. Alors, ce qui nous intéresse là, c'est au moment où va se produire l'événement. Donc je rappelle qu'il y a deux instants qui sont importants, c'est pour t égale 0 moins et t égale 0 plus. Donc 0 moins c'est juste avant l'événement, t égale 0 plus c'est juste après l'événement. Pour un condensateur, on sait que le condensateur, sa tension à ses bornes, s'il est déchargé bien sûr, ce qui est le cas ici, hein, je vais le noter au-dessus. UC de 0-, ça change rien, c'est toujours UC de 0+, puisqu'il n'admet pas de discontinuité, et ici ça vaut 0, vu qu'il est déchargé. D'accord? Donc ça c'est un point important, hein, sur le condensateur. On l'avait vu aussi pour l'inductance, avec le courant, on a la même chose. Alors le circuit, donc au final, là j'ai tracé un petit fil pour caractériser à quoi correspondrait pendant cette phase-là, uniquement cette phase-là, notre condensateur, un fil. Donc finalement on se retrouve avec un schéma avec deux résistances qui seraient montées comme ceci. Ici on aurait alors VE de 0+, c'est-à-dire elle n'est pas nulle, on va le voir tout de suite, hein. Et donc ici on aurait VS de 0+. Ici j'ai R1, là j'ai R2. Et effectivement, VS de 0+, c'est pas nul. VS de 0+, le courant apparaît dans le montage immédiatement, vu qu'il y a deux résistances. Et comme VS dépend du courant et de la résistance R2, elle n'est pas nulle. Donc, on peut dire que VS de 0+, c'est égal à VE de 0+,
que je multiplie par le pont diviseur. Que vaut VE de 0 plus? Il suffit de prendre cette expression-là et de mettre t égale 0. Donc ça nous donne VE de 0 plus qui vaut VE max fois sinus phi VE. Donc ici on a VE max fois le pont diviseur fois sinus phi VE. Mais ça, en final, c'est une constante. Hein. C'est pas un terme qui va en fonction du temps, il n'apparaît pas. C'est une valeur. Donc là, j'ai Vs de 0 plus. Si je reprends mon expression qui est ici, donc celle-là, là, Vs de 0 plus, ça vaut donc K, que je multiplie par exponentielle, ici ça vaut 0, plus VSP de 0 plus aussi. Et ça on connaît, on vient de le déterminer, donc je vais le souligner, hein. Vs de 0 plus, hein, je vais plutôt le mettre là. On connaît, c'est tout ça. Voilà. Et il me reste à déterminer VSP de 0 plus. Donc VSP de 0 plus, il suffit de reprendre l'expression qu'on a là, qui est ici, en mettant t égale 0. Et on le voit tout de suite. Donc VSP, je vais l'écrire au-dessus, sinon j'aurai pas assez de place. Ça vaut V max fois le module de t, facteur de sinus phi VE plus phi t. Voilà. Donc j'ai ce terme-là, qui est aussi une constante. J'ai Vs de 0 plus qui est ici, qui est aussi une constante, et donc je peux trouver K. Donc K, ça vaut Vs de 0 plus moins VSP de 0 plus. Donc ça fait un gros truc, hein. Faut reconnaître que là c'est pas évident à écrire. Je vais l'écrire, alors ça, comment je peux faire? Bon non, je vais l'écrire directement, je vais essayer de gagner de la place. Donc ça fait VE max que je multiplie par le pont diviseur, sinus de phi VE, moins ça, voilà, et c'est aussi égal à une constante. Et donc au final, on va avoir donc notre constante exponentielle moins t sur tau, VSP de t. Donc voilà un peu ce qu'on obtient ici, grosso modo. Alors il faudrait remplacer tout ça là-dedans pour avoir l'expression totale. Ça semble compliqué, mais en fait c'est assez logique si on regarde bien l'expression, et on voit bien qu'en plus c'est assez homogène mon histoire, puisque j'ai bien une constante ici, et k est bien une constante, ça ne dépend pas du temps. Alors il me reste un élément à déterminer, c'est tau, la constante de temps. Alors pour déterminer la constante de temps, je vais revenir ici sur ma fonction de transfert t, qui a une forme générique que vous devez connaître normalement. Donc la forme générique, de manière générale, c'était j de t l'infini de oméga sur oméga c sur 1 plus j de oméga sur oméga c. Et ce qui nous intéresse, c'est plutôt au dénominateur, c'est ce terme-là. Oméga sur oméga c, c'est ça. Donc je vais le mettre là. C'est ce terme-là. Donc 1 sur oméga c, c'est c facteur de R1 plus R2. Et il s'avère que ça, c'est tout. C'est notre constante de temps. Donc on l'a aussi aussitôt à partir de cette expression-là. Voilà, donc là, on a trouvé la totalité des éléments de l'expression qui est ici. On a K, on a tau et on a VSP de t. Alors, est-ce qu'on peut faire une interprétation graphique maintenant rapidement avant de faire la simulation pour imaginer un petit peu la chose? Donc, je rappelle que ce terme-là ici, celui-là, ça correspond au transitoire, c'est-à-dire au moment où on produit la perturbation dans le circuit, c'est-à-dire ici en l'occurrence où on alimente le circuit. Et ça, donc, c'est notre régime établi. Le régime établi, c'est une sinusoïde qui est parfaitement stable en fréquence et en amplitude, qui ne bouge pas. Par contre, le transitoire, lui, il évolue suivant ce terme-là en exponentielle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je devais le tracer,
on pourrait avoir quelque chose de la forme. Alors après, les signes et tout ça, je ne les ai pas, donc je vais supposer que ça évolue dans un sens. Donc la partie transitoire, bah, typiquement, c'est quelque chose qui descendrait, je vais le dessiner un peu mieux, qui descendrait comme ceci, voilà, c'est le transitoire, et qui irait vers 0, puisque l'exponentielle de moins l'infini, ça tend vers 0. Donc on aurait quelque chose qui tendrait comme ça, et auquel on viendrait superposer une sinusoïde. Donc si j'ai un terme, si j'ai une sinusoïde qui évolue comme ceci, et que j'additionne les deux ensemble, ça me donnerait quoi? Bah, ça va me donner quelque chose qui évoluera comme ça. Voilà, et ensuite qui se stabilise. Donc le transitoire est caractérisé par cette phase de variation où on a notre sinusoïde qui descend progressivement vers l'axe de symétrie qui est ici, l'axe des abscisses, et puis ensuite ça devient une sinusoïde stable qui ne bouge pas en amplitude ni en fréquence. Donc là on passe en régime transitoire. Pardon, établi. Alors on va voir ce que cela donne sur, justement, parce que j'ai repris le même circuit, mais en mettant des valeurs au condensateur et aux résistances, et on va regarder ce que ça donne sur notre circuit en simulation. Alors, voilà, on retrouve ici notre schéma, j'ai mis les deux résistances aux mêmes valeurs, 10K, là j'ai mis un condensateur de 100 nano, j'applique une tension sinusoïdale de 5 volts d'amplitude à 5000 Hz, avec un déphasage de moins 30 degrés, c'est-à-dire phi VE vaut moins 30, d'accord, et bon, il y a 50, ça veut dire qu'il y a 50 sinusoïdes en fait d'affichés à l'écran, ce qui me donne un taux, donc constante de temps de 2 millisecondes, et un oméga cassure, donc la pulsation de cassure à 500 radians secondes. Alors si on fait la simu, on obtient donc ici notre tension d'entrée. Alors, volontairement, j'ai voulu afficher énormément d'ondes, c'est pour bien voir l'effet d'amortissement lié à l'exponentielle. Et si je regarde ce que ça donne ici, et voilà ce qu'on en obtient. Donc on a bien ici, alors c'est pas très, enfin, c'est pas flagrant, mais on voit bien que notre onde sinus est décalée par rapport au 0, et elle suit en son centre une exponentielle décroissante qui tend vers 0. Voilà, et après on est dans le régime établi. Donc les amplitudes aussi sont pas les mêmes, ce qui est normal, puisque on multiplie VE fois le module de t, et t est inférieur à 1, et donc de fait, vous allez avoir ici une amplitude max de sinusoïde qui est inférieure. Donc voilà un peu comment on résout ce type de problème. Ça demande un petit peu de calcul, mais c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Voilà.